Bonjour à tous et à toutes pour cette table ronde au sujet du cloud native et des problématiques de montée en charge. Pourquoi les problématiques de montée en charge? Parce que vous venez tous d'horizons avec des sociétés où je pense que c'est un sujet assez pertinent. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous gérez en fait ces sujets au sein de vos équipes et également la montée en charge des projets. On sort d'une période qui a été le Covid, où il y a une énorme accélération du digital parce que beaucoup d'événements physiques n'ont pas pu se faire. Et donc le sujet va être autour de comment on gère la montée en charge ponctuelle de vraiment en site, mais aussi comment vous arrivez à onboarder facilement des projets en interne. Voilà. À votre souci. Alors on va commencer par monsieur pour se présenter. Enchanté. Donc moi je suis Mathieu Agar, je suis en fait engineering manager chez Miracle et je m'occupe en fait d'une équipe transverse au sein des équipes infrastructure. On gère en fait l'architecture de toute l'infra pour faire simplement. Et Miracle, vous êtes combien de personnes? Alors Miracle, on doit être un peu plus de 700 aujourd'hui. On est une boîte qui a une dizaine d'années, on s'est longtemps défini comme une start-up. Aujourd'hui on est plus une scale-up parce qu'on a fait 5 grosses levées de fonds. Aujourd'hui on commence à être une grosse boîte. D'accord. Française. Oui. Bonjour, je m'appelle Christian Alonso Chavezley, je travaille dans l'équipe DevXP chez Deezer et une société de 700 personnes pareil dans le monde. Dans l'équipe ingénierie, on doit être 250 ou quelque chose comme ça. Et oui, à cette taille-là, je ne nous considère plus en start-up depuis un moment même. Et c'est une société française, si je ne me C'est une trompe pas société française. aussi. Dont vous êtes majoritairement basé en France ou worldwide? L'ensemble de l'équipe ingénierie est en France. Et il y a d'autres types de pôles qui sont dans d'autres marchés. D'accord. Salut, je m'appelle JB. Moi, je suis VP of Engineering chez VP. Je sais, c'est un peu dur à dire. Donc, VP, c'est un groupe français qui est un peu la fusion de vente privée, Privalia, vente exclusive, donc qui était vraiment de l'e-commerce et il y en avait dans plusieurs pays. Il y a de l'engineering un peu partout, en France, en Espagne, en Pologne, en Italie. Et là, c'est peut-être 5-6 000 personnes, donc moi de toute façon on n'est plus du tout dans la partie start-up, mais la business unit tech qui s'appelle VP Tech, c'est 800 personnes à peu près. D'accord. Et moi, je suis VP of Engineering, donc grosso modo, je prends des choix techniques quand personne d'autre veut les prendre, et puis je donne un peu la stratégie technique et la roadmap qui est vraiment pure technique, alors qu'une grosse partie des équipes a des besoins de business, de fonctionnalités business, et moi je ne m'occupe pas de ça, je m'occupe vraiment sur qu'est-ce qu'on va utiliser comme techno, pourquoi et comment. D'accord. Merci. Moi, Nicolas Muller, je suis organisateur, un des co-organisateurs du podcast Electron Monkeys. Donc, je vous inviterai aussi à regarder sur Apple Podcast et sur différentes plateformes aussi ce podcast, tourné autour du cloud native. Et je suis consultant et ancien fondateur d'une société qui tournait autour de Docker, Kubernetes. Voilà. Alors, pour revenir à ce que je disais, est-ce que par rapport à votre ressenti ces 2 dernières années, post-Covid, est-ce que vous avez eu des gros coups d'accélération ou pas en fonction de vos business? Et comment vous les avez traités? Puisque moi, je suis intervenu chez des clients, sans pouvoir forcément les citer, mais qui font du vin et du spiritueux en quantité. Et on a eu une énorme phase de digitalisation, puisque les lieux physiques étaient plus possibles. Donc on a eu énormément de problématiques de accélérer sur la création de projets, comment on fabrique au niveau des chaînes de CI et comment on gère aussi des scales, des pics de montée en charge qu'on ne connaissait pas avant. Est-ce que vous avez été confronté? Comment est-ce que ça a évolué? Et un petit peu savoir rapidement dire quels sont vos types d'infrastructures aussi. Moi je veux bien commencer. Nous vraiment l'accélération elle a eu lieu au moment du Covid. Puisqu'en fait, on fournit un service d'e-commerce. Nos clients, c'est des sites e-commerce. Et du coup, forcément, ils ont eu énormément de trafic pendant la période Covid. Donc nous, dès le début du Covid, en fait, ça a accéléré direct. Comme nous. Donc, que ce soit sur l'infra, sur la partie commerciale avec des nouveaux clients. Et du coup, c'est là où en fait, on en a profité pour faire des levées de fonds, essayer d'accélérer encore plus et faire grossir la boîte. Et du coup, tu as aussi des problématiques de DevExp et d'intégration de nouvelles équipes. Heureusement, on était déjà
que sur du cloud et sur du cube. Donc ça amène quand même une certaine scalabilité. C'est beaucoup plus facile d'ajouter des produits. Il suffit de les mettre dans la bonne case, dans le bon chartel, mais on est capable de les livrer, quoi. Du moment que tu l'as anticipé, effectivement, c'est beaucoup mieux que d'arriver à devoir le faire le moment où ça part. Exactement. Et vous êtes une question qui s'adresse à vous trois, plutôt cloud privé, cloud public, cloud hybride, c'est quoi vos stratégies, l'actuel, le futur, Alors, je peux commencer Ouais, après. après je vous laisse. Non, mais après vous avez le droit de. C'est fluide. Hein. Non, mais bien sûr. Bah, nous, du coup, on est chez les 3 gros acteurs du privé, donc Microsoft, Amazon et Google. On propose la même infrastructure. En fait, on héberge la même infrastructure, les mêmes applicatifs chez les 3. Et nos clients ont le choix et contractuellement vont choisir non seulement la région où on va être hébergé, mais aussi le fournisseur qu'il y a derrière. Par contre, pour nous, du coup, on doit être agnostique. D'accord. Nous, c'est une société qui historiquement gérait ses propres data centers. D'accord. Et on a de plus en plus de services aussi sur les clouds, les stratégies de récupération et de continuité de services. C'est sur GCP, sur le cloud. Donc, on a les deux côtés du problème en fait, parce que avec la crise des microcontrôleurs, c'est que les commandes des serveurs, l'escalabilité physique qu'on avait à une époque, les temps de réponse ne sont plus du tout les mêmes. Donc, ça force aussi à accélérer sur d'autres types de stratégies parce que concrètement, si tu veux continuer sur ta courbe de progression que tu avais historiquement, ou pire encore, si tu veux l'accélérer, tu n'auras pas trop les choix, en fait. À part que tu sois à AWS, c'était un pouvoir de négociation énorme vis-à-vis des Donc fournisseurs vous aviez de serveurs. beaucoup de data centers et vous faites un petit peu de débordement sur du cloud public Non, c'était... En fait, ça dépend au moment où les projets avaient été commencés. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des choses qui sont déployées dans les deux, en fait. Dans les deux. Vu qu'il y a plein de services à l'intérieur et il y a plein d'équipes au milieu, pas toutes les équipes ont suivi les mêmes stratégies. La partie research et data, par exemple, eux, ils sont très rapidement en partie parce que les services proposés par les fournisseurs cloud désintéressés par rapport à leur use côté case. data, côté Complètement. IA, ouais. Ouais, c'est ça, déjà complètement. On a quelques trucs au niveau AWS parce qu'on travaille avec des partenaires et il fallait qu'on fournisse des ponts qui se branchent à ce niveau-là. Et sur l'ensemble on s'était rendu compte il y a quelques années qu'on ne pourrait plus scaler comme on le voulait. Et du coup, il faut réarchitecturer l'ensemble. J'imagine en plus le flux sortant est souvent payant chez les cloud providers. Vous streamez finalement en continu sortant, c'est un mauvais calcul pour vous. Il y a des choix à prendre au milieu en fait. C'est pas si noir et blanc, mais c'est pas si simple non plus de choisir, effectivement. Alors, chez VP, on n'a pas les mêmes problématiques. La grosse problématique des dernières années, c'était de merger en fait 3 systèmes d'information de 3 grosses boîtes qui étaient vente exclusive, Privalia et vente privée. Et il faut savoir que ce sont des entreprises, c'est sûr qu'il y a un site web, qu'il y a beaucoup de volatilité et qu'il y a des trafics qui peuvent être très importants. Il y a des jours où ton trafic fait x2 en fonction des ventes par rapport à la personne la journée d'avant. Mais la difficulté, ça a été il y a énormément d'applicatifs. Je pense que énormément d'applicatifs en interne pour gérer la logistique, la supply, la facturation, les membres, etc. Donc il y a c'est vraiment de l'e-commerce compliqué, VP. Et donc tout ça, il y avait plein de trucs. Il y avait les trucs en Italie, les trucs au Benelux, des trucs en France. Donc il a fallu fusionner ça. Et donc ça, c'était la grosse problématique des 3 dernières années. Et ce qui a été décidé il y a 4-5 ans, c'était de faire tout en interne. Donc en fait, on a ce qu'on appelle VP Cloud, qui est vraiment un vrai cloud. Et nous, on est justement en train de réduire nos factures AWS et GCP très fortement, parce qu'il y avait pas mal, notamment Privalia et Vente Exclusive, ils utilisaient pas mal de cloud. Et nous, on est en train de couper toutes les vannes et de full en local. On a 3 data centers. Et on a, la grosse orientation, c'est quasi que du cube. On a encore du nomade qui va rester encore un peu de temps, mais on avait 5 clusters cubes, on avait du rancher, du Docker Swarm, etc. Tout ça, c'est en train d'être nettoyé pour avoir un cube basé sur KVM, QEMU, KVM et plus de vCenter.
et dessus, vraiment un orchestrateur as a service avec une très grande orientation sur un déploiement qui fonctionne et qui fait tout pour les développeurs. C'est qu'un développeur, il arrive, il met une ligne de CI et ça lui fait tout. Ça lui fait son code climate, son SAST, ça fait sa PKI, ça déploie sur les 3 data centers, ça fait les Let's Encrypt, ça fait le balancing local et horizontal, ça t'enregistre dans le console, ça t'enregistre au monitoring, ça t'enregistre dans l'alerting, ça t'enregistre des backups et ça publie la doc au même endroit. Et tout ça, c'est vraiment basé sur GitLab CI, Argo CD et ensuite du cube et des sidecars cube. Et pour nous, pour que les gens, que les développeurs, ils aient une expérience qui soit vraiment cool. Parce que ça, c'est un des vrais sujets, et notamment Leur ce que tu enlever disais, la recharge cognitive. et notamment ce que tu disais, c'est-à-dire comment tu scales des nouveaux projets. Bah là, aujourd'hui, les nouveaux projets, alors ce qu'on ne fait pas, en tout cas ce qu'on a décidé pour le moment, c'est qu'on ne fait pas de base de données managée. Donc, la première fois, tu parles à ton SRE, mais on a une liste de recettes Ansible pour toutes les bases de données. Donc, tu la prends et tu fais ton premier déploiement avec ton SRE responsable. Et après, les devs, ils sont quasiment tout seuls autonomes. Ça arrive, ils poussent. Donc, c'est plus pour tout ce qui est compute applicatif que tu... Voilà. Ouais, le pot universel, c'est Kubernetes. Tout ce qui est stateless, etc. Le front-end reste sur Nomad parce qu'en fait, le front-end, ils avaient un truc qui fonctionnait bien sur Nomad, mais ça ne m'inquiète pas parce qu'en fait, le front, en fait, il a toujours eu un gros spotlight parce que c'est là où il y a le business, mais tous les applicatifs métiers qui sont pour l'utilisation en interne ou aussi pour les fournisseurs, c'était beaucoup moins, enfin, c'était un peu plus divers. Et donc là, vraiment avoir un truc avec... Et sur le sujet en disant, bah, tu veux être comme un cloud, ok, bah, il faut une PKI qui marche, un IAM qui marche, un KMS qui marche, il faut que tu aies un load balancer, il faut que tu aies un local load balancer, il faut que tu aies de l'API management. Bah, soit tu fais ça, soit tu fais rien. Et ça, le problème, c'est que pour atteindre cette masse, il faut quand même au moins une quarantaine d'ingés qui soient vraiment dans de l'infra cloud. Et ça, tout le monde ne peut pas se permettre. Mais je pense que ça nous fait gagner beaucoup d'argent. Oui, tu as une certaine taille critique quand même de personnes à avoir et pour quelques sujets, se la jouer au VH, au contraire. Voilà. Exactement. Mais dans le bon sens du terme. Et pour certains besoins qui sont très spécialisés, genre du data science, du big data, on a des choses en interne, mais aussi on utilise du cloud provider. Mais là, c'est parce qu'en fait, très pragmatique. Ils sont des solutions, ils sont sur des solutions qui sont de plus haut niveau. Développer ça te coûterait vraiment très très cher, alors que le reste, c'est basé sur des solutions open source. Voilà, on peut se permettre de le faire. Et vous partez tous, alors très intéressant, vous partez tous sur Kubernetes ou vous avez, c'est quoi le dénominateur commun? Est-ce que vous avez par exemple le conteneur? Je travaille avec des clients où le conteneur est finalement, c'est ce qui va être déployé. On se met en position de créer du conteneur qu'on déploiera sur Kube, sur des solutions autres que peut-être des solutions managées dans le cloud. C'est quoi la règle? C'est au contraire? C'est le compute, c'est Kube. C'est des conteneurs dans Kube. D'accord. Il n'y a pas de débat. Et le point d'entrée, c'est Git, j'imagine. Et oui, donc moi j'ai une approche très orientée déploiement. C'est-à-dire que finalement, ça veut dire que si un jour on doit partir sur un cloud provider, parce qu'on stratégiquement on décide pour plein de raisons qui peuvent arriver, en fait on va aller faire du Kube chez Google, du Kube chez Azure ou du Kube chez AWS, tu vois. Très bien. On maîtrise ça et en dessous c'est de la virtualisation basée sur KVM et pour le moment les bases de données elles restent déployées en VM. Très bien. Et de votre part, c'est clairement l'orientation qui a pris la aussi. Ça tombe bien, on parle tous de Cube aujourd'hui. C'est notre interface en fait. On a un contrat en commun. Nous, en tant qu'équipe infra, on fournit du Cube. Nos utilisateurs, ils savent l'utiliser. On a aussi créé des outils qui vont parce dedans. que rien que déjà, la phrase que tu as utilisée tout à l'heure, c'est très important aussi, non pas seulement du point de vue des personnes qui travaillent sur la partie plateforme et infrastructure, mais aussi du point de vue des développeurs. En fait, la charge cognitive on discutait tout à l'heure avec des collègues quand j'ai commencé à faire mon métier, il fallait connaître Linux, Apache, 2 ou 3 outils de plus. Maintenant, quelqu'un qui sort d'école, qu'on veut intégrer dans l'équipe, quand on fait la liste des outils qu'il faut qu'il comprenne et qu'il utilise dans sa vie de tous les jours pour pouvoir faire un déploiement en production, la liste est énorme. Infinie, en fait. La partie onboarding technique et quel est l'effort que l'entreprise doit mettre en place pour garantir pour ne pas laisser les gens tout seuls dans la nature et pour garantir qu'ils soient opérationnels. Et on est acteur et on est responsable de ces parties-là. Et on se doit aussi de réduire
et de faciliter le travail d'onboarding parce que c'est colossal. La partie cloud et cloud native apporte énormément d'avantages en termes de résilience, qualité de service et des choses comme ça. Mais du point de vue d'un développeur, la tâche de livrer une application en production est devenue beaucoup plus complexe que ça l'était à notre époque. Je suis d'accord. Et surtout, nous, en fait, la plupart de nos devs, ils touchent même pas à Cube. Hein. Oui, c'est l'énorme problème de en fait, comment scaler des équipes. Là, ils arrivent, on leur dit, clair. S'ils ont une app relativement simple, c'est include cette ligne dans la CI qui va prendre tout notre système de déploiement avec tout ce que j'ai décrit juste avant, et c'est parti. Les mecs qui sont un peu plus forts, ils activent l'autoscaling, donc qu'on a aussi. Et ceux qui ont vraiment besoin, ok, dans certains cas, ils vont aller ils vont aller administrer leur pod dans le cube comme il faut. Mais dans la plupart des cas, en fait, ils n'ont pas à le faire, tu vois. Donc ça, on est encore plus loin, c'est-à-dire que vraiment, il faut qu'un dev, il arrive, il sait faire du Go, il sait faire du Java. En quelques heures, il est capable de déployer cross data center et il a toutes les guidelines. Parce que tu vois vite en fait que le nombre de trucs que tu veux pour avoir de la résilience, il est délirant. Ouais. Il faut t'occuper de ton alerting, ton monitoring, ton APM, parce qu'évidemment aujourd'hui, faut avoir de l'APM, il faut avoir ça, il faut avoir ça, il faut avoir ça, il faut avoir ça. Et quand quelqu'un arrive, il arrive déjà dans une boîte avec une structure, une orga qu'il ne connaît pas, il a un applicatif qu'il ne connaît pas, etc. Donc il doit prendre le code et en plus, il faut qu'il soit au courant des 1743 systèmes. Donc là, notre approche, en tout cas, elle est de… Donc c'est pour ça, en fait, c'était l'idée de faire un pass, sauf qu'en fait, pour faire un pass, il faut encore des équipes qui sont encore plus nombreuses. Et en fait, notre approche qui était, non, on fait très bien du compute et on fait un déploiement qui t'aide et les bases à côté, ça marche bien, ça scale bien et les gens, ils arrivent très vite à faire quelque chose, quoi. Et surtout, ça marche avec des gens qui veulent faire du monorepo, des gens qui veulent faire du multirepo, des gens qui veulent faire du microservice, des gens qui ne veulent pas faire du microservice. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est ça. Et de toute façon, j'ai un reverse proxy. Aujourd'hui, ça s'appelle de l'API management ou de l'API gateway. Ça s'appelle un reverse proxy. Et j'ai un reverse proxy devant tout le monde. Et comme ça, je peux faire mes métriques, mes trucs. Et surtout, potentiellement, je peux soit monitorer quand leur load, soit leur dire, attendez, là, vous consommez trop. Vous avez alloué trop d'instances et vous me coûtez trop cher en espace de VM, soit attention, là vous êtes vraiment haute, pensez à scaler. C'est notamment pour les gens qui m'ont dit non, je veux pas d'autoscaling. Ouais, mais l'exercice est compliqué dans le sens où il y a toujours un choix assez fin à faire entre qu'est-ce qu'on pré-mâche pour les développeurs, de manière à qu'ils ne sait pas se prendre la tête dans les time to first commit. Et aussi, à un moment donné, les comportements des applications sont différents par rapport au pic, par rapport au type de compute, par rapport au scaling, des choses comme ça. Jusqu'à quel point on rend opaque l'exercice de comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que on ne peut pas attendre que tous les développeurs soient des power users en ligne de autoscaling, en pourcentage. C'est le plus gros problème de toutes les boîtes, c'est comment on a quand même une équipe SRE très forte qui a développé cette solution en Go et s'est déployée. Il y a énormément de formations, énormément de documentation sur ça. Et donc, en fait, un développeur, il peut toujours appeler son SRE. D'ailleurs, le premier déploiement, il l'a fait parce qu'il avait besoin de base de données, il a besoin d'un message bus, il le fait. Donc ça, de toute façon, tu as toujours ton SRE. Mais le nombre de micro-applicatifs ou de petits applicatifs, les gars, allez-y. Et en fait, c'est 50% de ton load en fait, en SRE. Donc en fait, tu vas te focaliser que sur les grosses applis, celles qui ont un vrai besoin de scaling. Mais en tout cas, il faut que par défaut, ce soit no-brainer. Et pour les autres, les 20% de grosses applis, mais ça va être le focus des SRE, ça va être le focus de tout le monde, des IT managers. Et en tout cas, ça, c'est notre approche. Et elle marche plutôt pas trop mal. D'accord. Vous parliez, quelqu'un a parlé de API management, pas d'API management, d'APM, voilà exactement. Aujourd'hui, ça aussi c'est un sujet. Moi j'ai beaucoup travaillé avec Dynatrace, je peux en parler sans problème. Comme on était aussi une grosse société qui pouvions demander à Dynatrace certaines choses, ils ont beaucoup participé à Monitoring as Code, c'est leur librairie qui s'appelle Monaco, qui permet d'industrialiser sur Dynatrace la création des management zones et ainsi de suite. Donc nous, on était très consommateurs, très testeurs de tout ça. Et effectivement, on l'avait intégré dans la construction de nos projets. Parce qu'on trouvait ça débile, effectivement, de dire on crée des nouveaux projets, mais ils sont hors scope. Et il faut attendre que quelqu'un le monitore, alors qu'en fait, le projet va être créé et poussé en prod peut-être dans la journée. On ne peut pas attendre une semaine que le ticket soit traité. Donc on avait intégré tous ces sujets. Ça, j'imagine, c'est aussi des choses que vous faites. Et au niveau des pratiques de tests de montée en charge, est-ce que vous en faites? Comment vous les gérez?
finalement, avec de quels outils? Est-ce que nous, on est très, très consommateurs de Gatling, je ne sais pas si vous connaissez. On a pas mal utilisé Gatling Voilà. sur le produit principal, la marketplace platform. Avec le développement des nouveaux produits, en réalité, cette responsabilité, elle est plus chez les développeurs. C'est eux qui savent quels sont les API critiques, où sont les temps de réponse qui sont importants. Ouais. Et c'est eux, du coup, qui vont tester. Et nous, on va être juste en fait, des fournisseurs d'infrastructures. Si on a bien fait notre job, elle va être capable de scaler toute seule. Et Ouais. ils n'ont pas besoin de nous réclamer un banc pour faire Ça, des c'est perfs. clair. Quoi. Ça, c'est voilà. Sur ce sujet-là, moi j'ai les deux casquettes. Donc j'ai la casquette un petit peu sur justement VP Cloud, c'est-à-dire on fournit les outils, c'est pas nous qui nous disons. Et comme moi je suis VP of Engineering sur l'ensemble, j'ai quand même moi toute la partie applicative. Et donc là il y a pas mal de guidelines. Nous on pose pas mal Elastic APM parce qu'on a il y a une forte culture élastique chez VP et ça marche à peu près bien. Il y a quand même un gros problème, notamment sur des applications, notamment des front-end qui ont beaucoup de charges, qui est c'est quoi le coût de faire de l'APM. Et en fait, ouais, mais c'est pas grave, c'est quelques pourcents. Et en fait, c'est pas juste parfois quelques pourcents. Ah oui, les quelques pourcents, tu veux dire, qui te grèvent réellement. Et parfois, ça peut être plus que quelques pourcents. Parfois, tu arrives à 10%, 15% en fonction de la complexité de ta stack, etc. Oui, de l'introspection qui génère. Ouais. Ouais, et donc, par exemple, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de déployer de l'APM que sur 1% des calls, quoi. Alors ça, c'est assez super intéressant ce que tu dis, ouais, effectivement. Ça te permet de faire un sampling. Ok, donc effectivement, tu as 1% des requêtes qui vont être un peu plus lentes. Normalement, en plus, comme c'est load balancé, quand tu es un utilisateur final, toi, tu ne vas pas toujours tomber sur la requête qui est en train de se faire API-miser. Mais en tout cas, ça te permet en fait justement d'avoir un sampling. Parce que ton besoin, c'est évidemment de gérer des crashs, mais ton besoin principal, c'est de te donner un peu une idée de qu'est-ce qui prend du temps. Donc tu fais le pari que ça va être réparti équitablement. Exactement. Ah mais alors ça, c'est très intéressant. On n'en a jamais envisagé. Effectivement, nous, on avait toujours tout déployé. Là, j'ai pas eu de problème. En fait, aujourd'hui, tu as quand même une Mais tendance à te dire je rajoute des outils, je rajoute des outils, je rajoute des outils, je rajoute des outils. Ouais. Et puis, tu vois, et en fait, ta stack, elle est très très longue. Tu vois, tu as un bare metal sur lequel tu as ton KVM, sur lequel tu as ton cube, sur lequel tu as ton conteneur, sur lequel tu as ton machin. Et puis ensuite, à côté, tu as 9 sidecars, tu as des microservices, etc. Et donc, tu as beaucoup de coûts qui s'additionnent. Et c'est quelques pourcents. Toute cette tuyauterie, le pipe working, là, c'est. Et pire encore quand ça communique pas verticalement aussi. Moi, c'est rigolo aussi parce que la boîte où j'étais avant, c'est une société qui fait de l'analytics aussi française. La nature des requêtes n'était pas la même. Là, il y avait plein de petites requêtes. Chez DCR, c'est beaucoup moins, mais la nature de trafic n'est pas la même. Mais le problème derrière, c'est le même en fait. On parlait tout à l'heure de la complexité de l'onboarding, mais la complexité aussi de débugger un système qui est élastique et fortement distribué n'a rien à voir. Avant, on s'est connecté à la machine, en SSH, tu lançais un S-Trace et tu regardais ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce n'est plus possible en fait. Et non pas seulement ça, le fait que les environnements soient dynamiques et horizontalement scalables fait que potentiellement, tu vas débugger un système qui n'existe plus. Les comportements émergents qu'il y a de l'interaction entre l'ensemble des services en instant T nécessitent des approches différentes. Et l'observabilité, les samplings, ça, ce sont des choses qui sont devenues nécessaires, qui se rajoutent à la pile de compétences qu'on attend maintenant d'avoir de personnes en interne pour pouvoir être efficaces dans leur travail, parce qu'on en revient un truc. La plateforme elle-même est beaucoup plus résiliente. Mais du point de vue des servitionnaires, de personnes qui sont responsables de la plateforme et des développeurs qui les utilisent pour pouvoir débugger quelque chose, les contextes dans lesquels la requête a eu un souci n'existent plus et n'existera plus jamais. Tu ne peux plus le garantir, du coup, il faut s'y prendre différemment en fait. Alors j'ai deux questions, je vous laisse vous répondre. Au niveau, tu parlais de systèmes distribués, est-ce que vous êtes des aficionados des systèmes, quels qu'ils soient, Kafka, RabbitMQ. Est-ce que c'est des choses qui s'intègrent facilement aussi pour les projets, que vous mettez à disposition out of the box et qui n'ont plus qu'à consommer, ou c'est à la demande au même titre que de bases de données? Alors, les messages bus, parce que c'est le sujet, voilà. Chez VP, il y en a beaucoup. Il reste une grosse culture Kafka et une grosse culture Rabbit. Moi, j'ai un vrai problème avec ça. C'est qu'il y a trop de développeurs qui pensent reposent dessus. Exactement, qui font de la magie. Pour moi, un message bus, c'est pas une base de données, quoi. Et ça veut dire que ton topic Kafka tombe parce que ta machine a craché, et normalement, tu dois pouvoir redémarrer, même si je t'ai pas sauvegardé ton topic Kafka. Et aujourd'hui, c'est pas. Il y a beaucoup de gens, ils considèrent faire de l'asynchrone, c'est pas magique, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, soit c'est un message que tu envoies et ce message,
il est nécessaire, obligatoire pour le business qu'il soit acknowledge et traité. Et à ce moment-là, c'est aussi le rôle de l'envoyeur de vérifier régulièrement de le faire. Et des Tu peux pas retries, dire, et de- ouais. tu peux pas dire ah non mais je l'ai envoyé à Kafka, Kafka va tout faire, il va tout retry. Non, on est dans un système justement très complexe, très distribué. C'est tout. Si ton truc c'est un message qui est plus un message statistique, d'information, j'ai traité cette commande pour faire un +1 dans les compteurs, ou parce que tu veux avoir des statistiques, ou même des trucs qui sont des data opérationnels, bon bah tu sais que ta data opérationnelle elle est fausse à 2%, c'est pas grave. Mais aujourd'hui je vois trop de gens qui arrivent et Kafka qui sont complètement involved dans Kafka et qui ne oublient que bah, c'est pas de la magie quoi. Et il faut le maintenir, il faut Ouais, que ça vaut le coup. Et surtout, bah voilà, c'est qu'en fait, tu te retrouves avec des... De toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, un des trucs les plus durs en informatique, c'est cache coherency, quoi. Ouais. C'est la Ah oui, data. d'accord. Et si en plus, tu te retrouves avec, tu as un truc dans ta base, tu as un truc, enfin, tu vois, et là, tu as la cohérence de cache. C'est je sais rigolo pas, parce le- qu'il y a un paper. Bon, je viens du monde de la recherche à la base et le computer science, c'est ça ma formation, mais il y a un paper de Sun Microsystems qui date des années 90, le The 8 Fallacies of Distributed Systems. Et c'est ce qui est rigolo. Oui. Et tu le lis aujourd'hui et ça s'applique toujours. en Moi, fait. j'ai commencé ma carrière chez Sun Microsystems. C'est un grand- Ouais, et tu les lis aujourd'hui, ça s'applique toujours parce que les gens oublient que les raisons n'est pas magique et que si toi, tu Eh as oui. besoin de... C'est à toi de les gérer. Et toutes les choses et la technologie a énormément évolué dans les derniers 30 ans, mais les principes de base restent les mêmes. Et les problèmes qu'il y avait les développeurs à ce moment-là n'étaient pas à l'auteur de ce qu'on a aujourd'hui parce que nos systèmes aujourd'hui sont beaucoup plus fortement distribués. Et au niveau de la sécurité, pour gérer tout ça, est-ce que vous autorisez, parce que alors ça c'est une question qui m'intéresse de savoir, il y a deux grandes tendances, alors, en gros, c'est pas deux grandes tendances, mais il y a deux grandes manières de voir le truc. Il y a certains clients qui sont adeptes des méga gros clusters, et généralement, alors, ils séparent la prod de tout le reste, mais qui sont adeptes des très très gros clusters. Dans le- Alors ça peut être 50, 100 nœuds, ou en tout cas ils vont y mettre des, alors, peut-être que toi tu les dépasses largement, mais déjà 100 nœuds commence à les gérer, et à partir de là, mettre des dizaines, voire des centaines de projets dans des namespaces en isolant à mort avec du Cilium, du Calico, et effectivement c'est une sorte de course à l'armement. Ou est-ce qu'au contraire, on a une autre approche, par exemple, qu'on peut voir avec Cluster API, projet que je trouve qui est assez mal connu, mais qui mérite largement de la SNCF, qui permet facilement de créer aussi des clusters avec un méta-cluster. On ne parle pas de clusters dans les clusters, mais vraiment de clusters, je sais pas, et de dire finalement aux équipes, on vous donne la possibilité d'avoir des clusters, on passe généralement par un CAB, une validation d'architecture pour dire, OK, le gars, il veut déployer un WordPress, on ne va pas lui filer un cube. Par contre, s'il a vraiment son besoin, on va lui donner un cube et ça résout des problèmes de sécurité, de multi-tenants. C'est quoi vos politiques là-dessus? Alors nous, Toi, ça va être intéressant, on ouais. mutualise. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, le découpage en clusters, il est plus lié aux plaques. On veut des clusters aux États-Unis pour les clients américains, on veut des clusters en Europe pour les clients européens. Et après, en fait, basiquement, on a deux stages. On parle de production pour les environnements clients qui sont des vrais sites live, mais on a aussi des environnements clients sur lesquels eux font de l'intégration. Ils vont consommer nos API et pour nous, ça reste des environnements live. Donc tout ça est rangé dans les mêmes clusters que les environnements de production. Bien sûr, tu as du airbag, tu as de la ségrégation quand même assez carrée, mais l'idée, c'est nous, on ne veut pas forcément avoir à manager plus de clusters. Et en plus, quelque part derrière, pour moi, il y a l'idée de mutualiser. Si on fait des clusters cubes, c'est aussi pour pouvoir prendre une bécane et mettre pas mal de containers dessus. Et du coup, dans cette approche-là, nous, on va mutualiser tous les stages. Et je te dis, le découpage, il est plus lié à la problématique de latence et de localisation plutôt qu'à des stages, en fait. Moi, dans mes expériences professionnelles, c'était plutôt de la soft multi-tenancy, dans le sens où c'était plusieurs équipes, mais on travaillait tous dans la même entreprise pour réaliser les mêmes produits et tout. Donc, on peut se permettre de réfléchir plus en mode blast radius, dans le sens où s'il y a quelque chose qui tombe, quels sont les pools des ressources. Je te coupe, mais si quelqu'un te demande le rôle cluster admin parce qu'il veut déployer, j'en sais rien, des Alors ça, non. Non, Ah, non, d'accord. la réponse est simple. La réponse. Ok, d'accord. Mais C'est même pas discutable ouais. en fait. Non, mais Mais, il y a des euh, sociétés où c'est étonnant, tu as le gros projet qui débarque parce qu'il a le gros sponsor de la boîte. Alors, c'est pas des clients avec qui je bosse, mais des C'est clients long. avec qui. ouais, Non, mais c'est même pas et question, c'est voilà, et donc, c'est- ouais, quoi. et c'est légitime parce que j'étais dans les deux cas. Aujourd'hui, je ne suis pas cluster admin. Je travaille avec des équipes qui utilisent Non, mais c'est vrai que- Je l'étais en expérience précédente, mais je ne le sais plus et je n'ai pas besoin en fait. Chez VP, c'est justement Parce que- bien avec cette séparation infra. Oui, Tu je vois, vois. c'est-à-dire qu'on a vraiment une partie infra. L'infra, il te donne des outils
Et t'as pas peur que ça crée à un moment donné une shadow IT ou Et ben, c'est justement. C'est monter son propre cluster, il faut y aller. Non, mais hein. des fois, avec, je pense souvent à ça, où malheureusement, tu as le sponsor assez haut placé d'une boîte qui Ouais. a accès à une carte bleue et qui va filer le compte Pour moi, à ça l'équipe. dépend Ouais, plus mais des il process va internes. faire ça sur le cloud. Ouais. Il le fera pas en interne. Il ne faudra pas en interne. Il le fera pas en interne. Et surtout en interne, justement, donc nous, on a des gros plans cubes par ce qu'on appelle les domaines. Donc il y a 3 gros, et puis il y en a 3 gros, puis il y en a 3 prod dev staging, et puis 3 data centers, tu vois. Donc en fait, on en gère, ça fait déjà quelques-uns. Mais après, c'est du multi-tenant et chacun déploie ses conteneurs comme il faut, avec ses besoins, chaque produit. Et nous, on leur fait bien reporting. Notamment, on leur fait un vrai reporting de coûts, en fait. Combien ça coûterait? Est-ce que c'est normal que ton produit coûte tant? Ouais, donc ça, c'est un peu pour voir ce qui se passe. Et surtout, nous, on monitore avec ce qui se passe sur le réseau, les consuls, qu'est-ce que les gens utilisent. Et donc, pour éviter un petit peu ce côté shadow IT. Mais on n'a pas vraiment ça parce qu'en fait, s'il y a un cas qui est vraiment spécifique, bon, bah, très bien, on leur donne des VM, ils gèrent tout dans la VM, on leur monte un stockage, la base, elle est là, et puis bah, ils ont l'équivalent de ce qu'ils avaient. Ok, ils vont être hors de l'orchestrateur, des conteneurs, très bien. Mais là, ils le savent et c'est rare. En fait, il faut être flexible. Mais 98% des gars qui Ils arrivent, ont toujours les mêmes besoins. mais non, mais surtout, ils ne veulent pas s'emmerder avec l'infra. Ouais. C'est pas le problème. Et même dans l'autre sens, en fait, dans mon expérience, en tout cas, les shadow IT est monté à cause d'un manque de réactivité des process internes. Si tu arrives dans une boîte et ça te prend 2 semaines pour avoir un BM, pour pouvoir commencer à travailler, effectivement, à un moment donné, on est des profils techniques, on est des développeurs, on sait c'est ce qu'on veut. À un moment donné, si ça ne répond pas, tu vas te le monter toi-même. Mais là, le problème n'est pas les shadow IT en soi. Le problème, c'est qu'il faut améliorer les process internes, il faut améliorer les process de ticketing, les process Demander de une transformation en API. De une VM, tu devrais avoir demandé à À personne. personne. C'est- Ça qu'est-ce devrait, que c'est? ça devrait être. On est d'accord. mais Clic, tout clic, devrait- clic, clic. Ouais, C'est logué. Voir même la bonne PR au bon endroit, je Exactement. modifie. Mais la base de données, On est c'est d'accord, la base de on est données, d'accord. c'est C'est la la même prochaine. chose. En fait, le si tu scaling, bosses c'est pas la même comme ça, chose. c'est infernal. Non, mais on est bien d'accord, mais le Et problème, c'est c'est que justifié, c'est les pas shadow partout IT. encore. Complètement, mais D'ailleurs, tu noteras qu'on ne bosse pas pour ces entreprises-là, quoi. Bah, tu vois, non, mais à un moment, il faut s'adapter. Et je ne suis pas en train de dire que tous les process de Ventoux sont parfaits non plus. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que la tendance ne devrait pas être à bloquer les accès externes parce que notre process interne ne répond pas. La tendance devrait être plutôt à analyser les process internes et se dire, OK, c'est où que ça coince et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette pour que ça réponde comme on espérerait que ça réponde en fait. C'est mon avis sur le sujet. Pareil, tu fais confiance et tu contrôles. Oui, bien sûr. Tu as un droit de regard en tant que responsable Non, des c'est que tu fais pas le plateformes. contrôle. Et donc bah, nous, par exemple, c'est justement, il y a un gros truc qui est quand tu réserves une VM, en fait, tu sais à quel domaine, quel tribe, quel produit, quel applicatif, quelle composante tu as demandé. Et donc ensuite, bah, nous, on agrège, on a des stats et tu dis, bah, écoute, c'est pas normal, toi, tout seul, avec ton produit qui fait 10 personnes, alors qu'on a 100 équipes, toi, tu consommes 20% des ressources. Qu'est-ce qui Ouais. se passe? Et des fois, c'est justifié. Et il va me dire, Dans les équipes mais attends, tu te rends pas compte, je suis en train de faire Ouais. cet énorme projet, c'est Exco Priority, c'est un truc les plus importants de la boîte. Tu fais, bah écoute, pas de problème. De quoi tu as besoin? Mais sinon, en fait, justement, cette IT à la papa, elle est, en fait, j'ai envie de dire, c'est l'IT des DSI, quoi, tu vois. Ah ouais, il faut demander, etc. C'est limite quand tu lances un projet, il faut que tu appelles Dell pour aller raquer toi-même, parce que toi, tu sais mieux quel est le bon proc qu'il faut pour ton serveur. Mais arrête de me raconter des idées. Tu n'as aucune idée de ton projet, de ce qui sera dans 5 ans. Tu arrives, tu demandes la VM et ton process doit être complètement trivial. Sinon, effectivement, Shadow IT. Et puis là, ce que tu décris, c'est une approche où en fait dans les boîtes où l'infrastructure c'est vraiment juste un coût. C'est-à-dire on a besoin d'une machine, on a besoin d'un hébergement, alors qu'en réalité nous on se voit plus comme on est là pour leur permettre d'aller plus vite, pour sortir des nouveaux produits. On fait partie du process plus que juste presque un fournisseur externe comme ça pouvait être le cas avant, quoi. Et si ce n'est pas le cas, les problèmes sont en interne et c'est ça qu'il faut régler. C'est cette organisation-là qu'il faut d'abord modifier, je suis d'accord. Très bien. J'ai encore une question sur finalement un peu le day tool, les astreintes. Comment vous arrivez à gérer finalement ces changements de culture à l'échelle avec autant de personnes, puisque ça va très vite, comment on les forme et finalement quand il y a des problèmes, parce que je pense à aussi bien toi
que VP, peut-être moins pour 10 heures, parce que vous êtes peut-être une charge, mais plus lissée. Quand vous avez vraiment des événements, j'imagine, des soldes, des trucs très violents, comment vous gérez les astreintes parce que ça doit être sacrée complexité, ça, parce que tu ne peux pas demander à l'équipe lambda d'être sur le pont le jour où ça reste... vous avez des bonnes idées, vous avez des expériences à partager ou deux. Bonnes idées. C'est un sujet où tout le monde s'arrache les cheveux. Nous, on a énormément de monitoring, énormément d'observability, de l'alert management avec Alert Manager qui pousse sur Slack. On a une équipe de niveau 1, des équipes de niveau 2 avec des gens qui sont on call et au besoin, tu as les gens dans les produits qu'il faut appeler. Dès qu'il y a un truc, il y a tout un système qui se lance avec un channel sur le chat qui se lance, avec le seal, le machin, etc. En fonction de la criticité du service, ça appelle plus ou moins de personnes. Oui, donc c'est bien automatisé là-dessus. Intégralement automatisé. Ah, non, ça, c'est une très très belle chose. Et si jamais... et ça appelle. On va dire, s'il y a un truc qui est considéré comme urgent, ça appelle les gens, ça téléphone. Et quand c'est des trucs très graves, il y a des SMS à des centaines de personnes qui partent, quoi. Non, sur base de projets open source ou en utilisant des solutions plus... Slack, Alert Manager, et puis tout ce qui est MOM, donc Grafana, Kibana, D'accord, donc tu as aussi bien connecté un Twilio avec Alert Manager Ouais. pour l'envoi des SMS, Ouais. voilà. Non, parce qu'après il y a des solutions plus commerciales. D'accord. Ouais. Donc tout en restant sur l'open source, on peut faire de la simple qualité. Et efficace. Très bien, d'accord. Et carré. De toute façon, j'ai envie de dire, en fait, pour tout ce qui est alerting, monitoring, simple is better. Parce qu'en fait, le pire, si ton système d'alerting est trop compliqué, quand c'est le système d'alerting qui meurt, t'es mort. Oui. Donc en fait, tu vois par exemple, l'infra de VP, donc vraiment l'infra, hein, pas toute partie VP Cloud, a un système d'observability et de déploiement qui est différent du reste. Parce qu'en fait, si ça tombe, enfin, si ton cluster cube tombe, comment tu redémarres? Tu vois, c'est une question de pool d'offres. Et donc là, on a quelques machines qui sont très simples, vraiment déployées à l'ancienne, parce que c'est ton bootstrap. Et je pense que notamment pour toutes ces histoires d'alerting et d'observability et de monitoring, c'est hyper important de justement éviter une solution qui fait une usine à gaz, alors qu'en fait, en vrai, ce dont tu as besoin, c'est un problème d'organisation, d'avoir les bonnes personnes. C'est jamais une problématique technique. Il faut comprendre que de toute façon, tu auras des incidents, ton site va tomber, tes services vont tomber. Tu peux me dire, ah mais non, ça arrivera. Donc, prépare pour le pire, et quand c'est le pire, il faut que ce soit simple. Et ça, donc vous le jouez des fois, vous faites, alors je ne vais pas dire du Chaos Monkey, parce que c'est le buzzword, mais vous faites réellement des tests, parce qu'il y a très très peu de gens qui en font réellement. Moi, je vois tous les gens qui disent, on va en faire, mais en fait, le moment où il faut toucher la prod, il n'y a personne qui a envie de couper la prise, en fait, dans la réalité. Nous, c'est quelque chose de nouveau. Depuis l'année dernière, on a un Business Continuity Officer. Donc lui, c'est son rôle, en fait, de nous pousser justement à faire des tests. Business Continuity Officer. Ouais. J'avais jamais entendu le terme. Et ouais, moi non plus, je connaissais pas. Et en fait, pourtant, il occupait déjà ce poste avant chez un grand e-commerce, donc c'est quelque chose apparemment d'assez courant. Et lui, en fait, il nous challenge à la fois sur ce qu'on met en place tout le temps, et il nous organise en fait des exercices dans l'année qui sont des fois en prod, des fois pas en prod, mais sur des copies avec, par exemple, de la donnée. Oui, parce que ça, je peux le concevoir. Des choses comme ça. Mais sur la vraie prod. Moi, je trouve qu'il y a assez d'incisants. Oui, pour ne pas. C'est vrai. Enfin, là, on a eu des problèmes réseau. Il y a eu des gros problèmes de réseau de fibres l'année dernière avec des fibres qui ont été coupées physiquement. En fait, voilà. Et puis, statistiquement, sur tes centaines d'hyperviseurs. C'est vous qui faisiez des tests en vrai. Ouais. Statistiquement, sur des centaines d'hyperviseurs, tous les 2-3 mois, tu as un hyperviseur qui redémarre. Donc, ça, pour le moment, on a pas trop eu de problèmes. Et surtout, on a des guidelines avec le déploiement qui t'aident en fait à faire que le switching soit automatique. Non, mais ce que je retiens, et c'est très intéressant, ce que tu dis, c'est effectivement de bien découpler effectivement le monitoring, l'observabilité de l'infra. Parce que ça, on l'a vu chez des clients où tu mets tout dans le cluster cube. Pareil, à un moment donné, un peu fou. Et j'ai participé à la SRICon l'année dernière et quelqu'un racontait l'histoire de que leur système est tombé et c'était leur propre système qui gérait les entrées automatiques pour accéder au data center. Donc, ils ne pouvaient plus accéder physiquement. Classique. Classique. Celle-là, on la connaît. Enfin, tu vois, mais bien sûr. Et maintenant, plus c'est complexe, plus ça sera difficile. Tu ne peux plus prédire dans c'est la nature de comportement émergent. En fait. Tu ne peux plus prédire comment ça va tomber. Donc, je suis assez d'accord sur la philosophie de
cette partie-là, il faut que ce soit la plus simple possible. Dans mon expérience, la mise en place des astreintes, des choses comme ça, a été, c'est les cas chez Lucien, c'est qu'il y a la volonté que les développeurs doivent avoir la capacité de déployer en production, mais qui pour moi est indissociable de, bon, ok, à partir du moment où c'est toi qui déploie en production, c'est toi qui en es responsable aussi. Donc il faut que tout le monde derrière. Que tu puisses comprendre ce qui se passe. Déjà d'une, que tu puisses comprendre, et aussi qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne suis pas contre, par exemple, l'histoire classique de il ne faut jamais déployer en production un vendredi après-midi. Bien sûr que tu peux. Si c'est toi qu'on va réveiller un samedi soir, si jamais ça plante en fait. Si tu es responsable de ce que tu livres, tu pourrais le faire sans problème. Même le samedi soir. Bien sûr, Non, mais c'est t'as pas pas le le droit, cas. mais bon. Mais sur ça, il y a les notions aussi de quel est le contrat que le développeur a signé quand il est rentré dans la boîte. Est-ce qu'il va falloir signer un avenant? Comment est-ce qu'on s'organise autour de ça? Les téléphones d'astreinte. C'est souvent cette partie RH qui a causé la plupart des problèmes dans nos expériences. Alors j'ai une dernière question. On va dire double de ma question. On n'a pas évoqué le serverless et c'est des choses que vous mettez aussi en service ou parce que nous on s'est rendu compte que c'était quand même des fois bien utile parce que le scheduler cube il n'a pas forcément le temps de réagir et d'avoir des vraies briques serverless avec les contraintes. Je donne l'exemple de Cloud Run parce que c'est un sujet qui est peu connu pour Google mais il faut savoir. Mais c'est une contrainte liée non pas à Google mais ce qui permet le serverless c'est que par exemple, quand on démarre des conteneurs dans G-Cloud, dans Cloud Run, en fait, il n'y a pas de file system. Le file system, c'est 20 gigas, c'est parce que tout est in memory. C'est 16 gigas exactement, parce que c'est le file system se confond avec la mémoire. Ça boot vite, mais ça a cette contrepartie. Moi, ça m'est arrivé que les gens débarquent en disant ouais, il me faut je vais écrire bien plus de ces gigas, parce qu'ils n'avaient pas saisi comment fonctionnait le truc. Mais c'est vrai que ça donne des super puissances. Et aujourd'hui, il y a une grosse tendance aussi, mais qu'on voit un peu partout avec Rancher, OpenShift, là, Microsoft a aussi annoncé, le fait de pouvoir manager aussi de la VM avec Kubernetes. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent utiliser finalement de la VM dans les mêmes réseaux et finalement, puisque Kubernetes au départ il pilote via la kubelet des conteneurs, mais il y a des extensions. Est-ce que c'est des sujets que vous regardez? Non, moi, serverless, rien. On n'a rien trouvé où c'était. Il n'y a pas besoin de pic tellement rapide au point de devoir. D'accord. Pas mal d'anticipation et pas besoin de ça. Vous savez quand vous allez scaler en fait, voilà. Ça. Et de la VM, oui. KubeVirt, ouais, carrément. C'est un sujet. Mais pour le moment, on n'a pas encore expérimenté. Si on a expérimenté, il n'y a rien qui est en prod, on n'a pas vraiment de besoin. Moi, j'ai déjà un besoin qui est de sortir de vCenter pour les dernières VM qui étaient. Oui, je ne voulais pas citer nos amis, je pensais à Rancher, à Harvester ou même OpenShift avec aussi leurs solutions. Et de passer tout en KVM. Et voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de Cube? Pour le moment, ce n'est pas évident que nos solutions ne suffisent pas. Très bien. Moi, c'est sujet unique. Différents types de compute, unikernel, WASM, ça ouvre des ports différents, mais c'est des choses qui m'intéressent à titre personnel, mais dont je n'ai pas forcément... Parce que tu vois, le côté KubeVirt, tu vois, ça m'intéressait de savoir si vous... Parce que là, on est dans du cloud native hardcore. On n'a pas les business case encore. M'intéresse d'en trouver des gens qui... Ouais, c'est pareil pour nous. En fait, dans les containers, ça suffit déjà largement à tous les besoins. On a eu quelques POC de fait sur le serverless, mais rien de vraiment concluant, puisqu'on n'en a pas le besoin, en fait, tout simplement. Il y a forcément des use cases. En fait, voilà. Ça dépend des types de compute, ça dépend des types de... Nous, il y a eu des événements ponctuels, des jeux, où à un moment donné, mais en fait, les mecs, ils lancent les jeux, en fait, ils préviennent personne, et que si tu n'anticipes pas, ça peut faire très très. Peut-être. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à conclure. Merci. Merci. Merci à vous, c'est super intéressant.